Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h, la même heure à Tessalit et à Aguelhok, c'est dans la région de Kidal. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs. Au sommaire, face aux nombreux défis du moment, quelle lecture et proposition de la jeunesse? Thème du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel. Les travaux prennent fin ce dimanche à Bamako. Point de la rencontre à suivre avec Alpha Maïga dès le début de ce journal. Des camions de transport pour renforcer les capacités de distribution de la pharmacie populaire du Mali. Et puis 3 ambulances sont mises à la disposition des districts sanitaires de Bamako, Kaï et Sikasso. C'était hier au cours d'une cérémonie présidée par la ministre en charge de la Santé. À suivre toute l'actualité sur la scène internationale, nous parlerons notamment du Forum Paix et Sécurité qui s'achève ce dimanche à Lomé au Togo. Il sera également question du sommet pour la paix qui s'est tenu hier samedi en Égypte sur le conflit israélo-palestinien. L'actualité des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Au menu de la page sport, l'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Mali au titre de l'année 2022. Il sera également question de la Ligue africaine de football de la CAF, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et l'affiche de la finale du mondial 2023 de rugby en France, une affiche de rêve pour les amoureux de la balle ovale. L'actu des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis, chronique santé, focus ce dimanche sur la dengue. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le titre. Mesdames, messieurs, bonjour. Tout de suite, les détails. Nous ouvrons cette édition avec la rétrocession du camp de Tessalit. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle hier samedi, ont repris donc le contrôle de l'emprise de la MINUSMA contiguë au camp Fama d'Amachak, situé à 7 km au nord de la ville de Tessalit. Le cérémonial militaire a constitué au rappel des drapeaux de l'ONU et du Tchad et à la montée des couleurs nationales du Mali, consacrant ainsi la fin de la mission des Nations Unies à Tessalit. Le moment était solennel et les échanges empreints de respect, de cordialité entre frères d'armes qui se sont congratulés. Un jour de joie et de fierté pour les femmes qui occupent entièrement le camp d'Amachak. De Tessalit a confié le chef du détachement Fama. Cependant, soutiendra-t-il, aucun matériel de guerre n'a été laissé. Il a par ailleurs lancé un appel à toute la population de Tessalit et environ pour les rassurer du devoir impérieux des Fama à leur assurer paix et sécurité dans la zone. Je rappelle que hier également, les Fama ont repris le contrôle également du camp de la MINUSMA dans la région de Douanza. À Douanza, c'était au cours d'une autre cérémonie. C'est donc ce qu'on pouvait retenir de l'actualité Fama dans cette édition. Les travaux du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel s'achèvent ce dimanche à Bamako pendant 3 jours. Les participants ont échangé autour du thème face aux nombreux défis du moment. Quelle lecture et proposition de la jeunesse? Alpha Maïga.
C'est le nouvel appel à la jeunesse du Sahel à travers ce regroupement, au sein de la création de l'Alliance des États du Sahel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Forum panafricain de la jeunesse du Sahel à Bamako est un nouveau tremplin pour jauger du dynamisme des populations du Sahel à prendre leur sort en main. Ibrahim Adjayakoui, président de la commission d'organisation. La population active, c'est nous. Et toutes les actions qui sont entreprises aujourd'hui, c'est par nous. Que ce soit aujourd'hui la reconquête du Nord, c'est cette jeunesse-là. Il faut matérialiser cela dans un travail scientifique qu'on peut proposer comme une orientation politique, économique, monétaire et stratégique même pour nos différents États. Les jeunes du Sahel ont décidé de faire de leurs 3 jours de forum un moment de se retrouver autour de plusieurs panels avec des experts et des thématiques sanctionnées par des recommandations au profit des dignitaires des pays sahéliens. Une thématique, le réveil de l'Afrique par les bruits des pas de bottes. Quelle perspective pour l'unité africaine? Quels sont les enjeux aujourd'hui du panafricanisme au XXIe siècle? Et ensuite, un panel sur la paix, la sécurité et le développement régional. Plus aucun doute que le Sahel est à ce jour au cœur de toutes les questions de géopolitique, d'économie stratégique et la jeunesse semble y prendre part. Ibrahim Adjayakoui, président de la commission d'organisation. Si aujourd'hui le Mali est dans cette lutte révolutionnaire, c'est parce qu'il y avait des gens qui donnaient et qui nous disaient « faisez ceci, ne faites pas cela, vous ne partez pas à Kidal, vous ne partez pas je ne sais pas où, vous ne faites pas telle chose ». Aujourd'hui, nous avons refusé ça. Et c'est pourquoi nous vivons cette situation que nous vivons au Mali. Mais je sais que le peuple malien, comme le peuple africain, burkinabé, guinéen et nigérien, nous avons compris cela et nous allons résister. Et je sais que nous allons gagner cette guerre contre l'impérialisme. Le lancement à date du 20 octobre de ce forum n'est pas fortuit, surtout à Bamako, capitale incontestée du panafricanisme. Le 20 octobre symbolise aussi le vibrant hommage au leader de la révolution libyenne, Mohamed Kadhafi. Sa mort ce jour l'a fait suite à l'invasion irresponsable du Sahel par les pays de l'OTAN, est la conséquence directe de ce que les populations vivent aujourd'hui au Sahel. La pharmacie populaire du Mali renforce désormais ses capacités de distribution. L'acquisition de 6 camions de transport va permettre à la PPM d'approvisionner les structures sanitaires de Bamako et des régions en médicaments. La ministre en charge de la Santé, qui a procédé à la remise des clés, a également reçu 3 ambulances pour les districts sanitaires de Bamako, Kaï et Sikasso, des matériels acquis grâce à une subvention du Fonds mondial. Abibatou Koyan, Djakité. 6 camions de transport pour la pharmacie populaire du Mali et 3 ambulances destinées aux districts sanitaires de Bamako, Kaï et Sikasso. Ils vont permettre respectivement à la pharmacie populaire du Mali d'approvisionner tous les centres de santé périphériques en médicaments et aux districts sanitaires d'assurer un transport médicalisé des patients. Des équipements acquis par le ministère de la Santé et du Développement social à travers l'unité de renforcement de mise en œuvre du système de santé URMSS. Dr Mohamed Berté, coordinateur de l'URMSS. C'est une structure qui a été créée par le Fonds mondial en même temps que celle de Dr Lee pour aider le département à renforcer son système de santé, comme nous venons de faire avec des dotations comme ça, mais intervenir sur d'autres volets tels que le laboratoire, les soins de santé primaires et autres. La valeur de ces équipements obtenus grâce à une subvention du Fonds mondial s'élève à près de 411 millions de francs CFA. La remise s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Un sentiment de joie et de réconfort. On remercie beaucoup la coopération que nous avons avec le Fonds mondial. On va exhorter aussi les bénéficiaires à en faire un bon usage. De toute façon, le département va suivre de près, vivement d'autres donations. L'URMSS assure que d'autres acquisitions de matériel roulant pour le renforcement de la chaîne logistique sont en cours d'acheminement pour la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et le département d'opérations d'urgence en santé publique. Et nous ouvrons la page internationale de ce journal, d'abord avec le Forum Paix et Sécurité qui s'achève ce dimanche à Lomé au Togo. Une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont Abdoulaye Diop, les représentants de l'ONU et de l'Union africaine participent à ce forum qui se tient autour des transitions politiques en Afrique. On en parle avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors au forum de Lomé, les échanges se déroulent sans langue de bois.
sans langue de bois, sans filtre ou encore les 4 vérités. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'atmosphère qui règne au Forum Paix et Sécurité à Lomé. Devant le parterre des personnalités, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a pris la parole pour défendre ce qu'elle appelle une démocratie à l'africaine. Pour Olivia Rouamba, certains pays comme les États-Unis ont eu aussi leur traversée du désert jusqu'à être là où ils sont. Et on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence, conclut-elle. Une position partagée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui salue l'initiative de Lomé de continuer de dialoguer avec nous et de faire en sorte qu'on ne discute pas de nous sans nous. Pour le chef de la diplomatie malienne, naturellement, quand il y a des changements anticonstitutionnels, il faut prendre des mesures, il faut appliquer des textes, mais il faut laisser la porte ouverte. À en croire le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité Adeo Bankol, la rencontre de Lomé sur les transitions politiques doit être celle de solutions. Et cette solution doit être endogène selon des responsables d'autres pays en transition. Ceux-ci ont pointé du doigt la mauvaise gouvernance comme déclencheur des changements anticonstitutionnels. Une pierre dans le jardin des institutions sous-régionales comme la CEDEAO, accusée souvent de faire 2 poids 2 mesures face à des situations identiques. Outre des ONG, une dizaine de ministres des Affaires étrangères, des représentants de l'ONG et de l'ONU et de l'Union africaine participent à ces forums paix et sécurité qui s'achèvent ce dimanche, vous l'avez dit, dans la capitale togolaise. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces explications. Parlons paix, toujours 15 jours. Après le début de la reprise du conflit israélo-palestinien, un sommet pour la paix s'est tenu hier samedi en Égypte. 31 pays et 3 organisations internationales ont participé à cette rencontre. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour, Mme Traoré. Alors, vous avez suivi ce sommet pour 13h dimanche. Est-ce que cette conférence est-elle parvenue à obtenir un accord de paix ? Après 2 semaines de guerre, il faut agir maintenant pour mettre fin au cauchemar lancé à l'ouverture du sommet du Caire, Antonio Guterres, alors que près de 4400 Palestiniens ont été tués dans les bombardements de représailles israéliens à Gaza sous contrôle du Hamas, selon le ministre de la Santé locale. Les États-Unis, l'Union européenne et 10 pays occidentaux, du Japon au Canada en passant par l'Europe, ont condamné le Hamas qu'ils ont défini d'organisation terroristes, mais n'ont pas vraiment condamné les opérations militaires israéliennes contre Gaza. Ils ont regretté les victimes civiles et les souffrances des Gazaouis, mais n'ont pas exigé un cessez-le-feu humanitaire selon les sources. Un cessez-le-feu demandé en revanche par les pays arabes et musulmans, les membres des BRICS et l'Union africaine. Tous ces pays, de l'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique, ont condamné le blocus et les bombardements israéliens contre Gaza. Le roi Abdallah de Jordanie, qui a toujours été considéré comme modéré, est sorti de ses pommelles. La vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens et les droits de l'homme s'arrêtent à certaines frontières, race ou religion, a-t-il déclaré, réclamant un cessez-le-feu immédiat. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'unique solution à la question palestinienne est la justice, soulignant le droit des Palestiniens à établir un État. Alors, Mohamed Sangari, pas de communiqué final à l'issue de ce sommet. Pourquoi ? Oui, les représentants des pays occidentaux et arabes n'ont pas pu s'entendre sur un communiqué final. Et les négociations ont échoué sur 2 points selon eux. D'une part, les pays occidentaux voulaient une condamnation claire du Hamas, dont l'attaque du 7 octobre contre Israël a déclenché une guerre dans ces pays. De l'autre, ils réclamaient un appel à la libération des otages, quelques 200 personnes enlevées durant l'attaque par le Hamas. Les pays arabes ont refusé d'inscrire ces points et le sommet s'est soldé par un communiqué de la présidence égyptienne dénonçant une scène internationale qui a révélé ces dernières décennies son incapacité à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour tous ces détails. Alors, hier samedi, le terminal de Rafah a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Nouhoum Sissoko, on évoque cette question avec vous. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, c'est un soutien vital, mais largement insuffisant pour les 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne qui manquent de tout pratiquement. Le poste frontière de Rafah, seul ici de la bande de Gaza à ne pas être contrôlé par Israël, s'est refermé selon des témoins après le passage du convoi samedi après près de 15 jours de siège total
20 camions d'aide humanitaire venus d'Égypte ont enfin pu entrer dans l'enclave palestinienne administrée par le Hamas. Il en passait 500 avant l'attaque du 7 octobre. À bord de ces camions, 44 000 bouteilles d'eau, juste assez pour 22 000 personnes pour une journée, quand la population de Gaza est estimée à 2,4 millions de personnes. 60 tonnes de nourriture composée de thon en conserve, de farine, de pâtes, de haricots, du concentré de tomates, indique le programme alimentaire mondial. Un soulagement de courte durée pour les habitants de la bande de Gaza. Ce premier convoi est une bonne nouvelle, mais c'est loin du compte, a déploré ainsi Juliette Dumas, la directrice de la communication du programme des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens de la bande de Gaza. Alors nous, M. Soko, pourtant, l'ONU exhorte à rouvrir le passage de Rafah pour que l'aide humanitaire arrive de manière contenue dans la bande de Gaza. L'ONU estime qu'il faudrait une centaine de camions chaque jour pour subvenir aux besoins de la population. Le temps est compté avant que les taux de mortalité ne montent en flèche en raison de l'apparition de maladies et du manque de capacité en matière de soins de santé, ont prévenu 5 agences de l'ONU. Les agences humanitaires lancent des alertes désespérées depuis plusieurs jours. La communauté internationale s'agite. Un acheminement massif d'aide est nécessaire, a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au sommet pour la paix du Caire, réclamant un cessez-le-feu humanitaire pour mettre fin au cauchemar de la population. Le président américain Joe Biden a exhorté samedi toutes les parties prenantes au conflit à continuer de laisser entrer l'aide humanitaire, une nécessité cruciale dans la bande de Gaza. Mais pour l'instant, rien, pas un mot, pas un signe d'une potentielle réouverture du point de passage de Rafah, s'inquiète la directrice de la communication du programme des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouroum Sissoko. Au Kenya, le Sénat a publié un rapport d'enquête pointant les défaillances de la justice et de la police dans l'affaire Paul Mackenzie, passeur autoproclamé soupçonné d'avoir causé la mort de plus de 400 personnes par ses appels à un jeûne extrême. Alors Lassina Keita, expliquez-nous les faits illustratifs de ces défaillances constatées par le Sénat kenyan. C'était un rapport publié 4 mois après l'arrestation du pasteur Paul Mackenzie. Celui-là même qui avait appelé les fidèles à jeûner pour voir Jésus. L'affaire s'est terminée par la mort de 400 personnes. Les sénateurs dans ce rapport relèvent les défaillances de la justice et de la police et rappellent que le pasteur Mackenzie, ancien chauffeur de taxi, a été confronté à la justice dès 2017 pour ses presses jugées extrêmes. À l'époque, 4 enquêtes judiciaires ont été ouvertes selon les sénateurs. Le système de justice pénale n'a pas réussi à empêcher les atroces activités de Paul Mackenzie. Certains faits expliquent cette défaillance à la même année. Par exemple, Mackenzie a été tout simplement acquitté d'accusations de radicalisation 2 ans plus tard, alors qu'il est accusé d'être lié à la mort de 2 enfants qui ont succombé à la faim. Il était encore libéré sous caution dans l'attente d'un procès. Également, au niveau de la police locale, la commission du Sénat pointe les manquements et l'inaction du comité légal de sécurité qui ont été alertés et ont enregistré des plaintes récurrentes des chefs religieux et d'associations locales de la radicalisation d'adultes, faisant état de retenir en otage et de soumettre les gens à des conditions inhumaines. Là aussi, une inertie totale. Aucune enquête poussée n'a été menée. Face à la situation, la commission du Sénat évoque la révision de la législation qui cadre les organisations religieuses au Kenya. Ibrahima Traoré, il faut rappeler que le pasteur Mackenzie a été arrêté en avril après la découverte des premiers corps de victimes dans la forêt de Sakaola. À ce jour, 28 corps ont été retrouvés. Paul Mackenzie et ses 29 co-accusés seront formellement mis en accusation et devraient être poursuivis pour terrorisme. La République démocratique du Congo, dans l'actualité, Luanda et Nairobi appellent au cantonnement des M23. Le processus de médiation de l'Union africaine pour la normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola est dans l'impasse. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Nairobi Joao Lourenço. De son côté, William Ruto, dont le pays mène un dialogue plus large avec de nombreux groupes armés opérant dans l'est de la RDC, a proposé un mécanisme pouvant faciliter le cantonnement des rebelles.
Les combats, faut-il le rappeler, ont repris dans cette partie de la RDC, obligeant plus de 80 000 personnes à quitter leurs habitations depuis le 1er octobre, selon l'ONU. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, en Iran, demain lundi, pour des discussions. C'est le porte-parole de son ministère qui l'annonce sans détailler son programme et ses interlocuteurs. La presse iranienne indique de son côté que les ministres des Affaires étrangères de Russie, de Turquie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan ont été invités. La Chine et les Philippines s'accusent mutuellement après la collision de 2 navires. Les bateaux philippins en mission de ravitaillement des troupes étaient en mission de ravitaillement des troupes en Philippines sur un poste en mer de Chine. L'Argentine vote ce dimanche pour renouveler une partie de son parlement et élire son nouveau président. Ces élections générales interviennent dans un contexte de marasme économique marqué par une inflation record. C'est ce tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous amène à l'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Famourou Djourté est bien installé. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, le comité national olympique et sportif du Mali a tenu hier samedi son assemblée générale ordinaire. C'est au titre de l'année 2022. Oui, les différents présidents et secrétaires généraux des 23 fédérations sportives affiliées au CNOS du Mali ont évalué lors de cette activité statutaire le rapport d'activité et financier de l'année 2022. Au terme de l'assemblée, il ressort que les travaux ont été couronnés de succès. Écoutons Alassane Mariko, le directeur exécutif du comité national olympique et sportif du Mali. Il est au micro de Arjubatina. Ça a été une année riche en activités et qu'à la fin de ces activités, et les fédérations qui ont évalué ces bilans financiers, qui vous disent que le travail est bien fait et ils vous encouragent à continuer dans ce sens. Donc ça ne peut que nous réconforter. Voilà, c'était là Alassane Mariko, le directeur exécutif du comité national olympique et sportif du Mali, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. Le Mali veut renforcer la sélection nationale avec des binationaux. Mahamadou Diawara de Lyon, en France, est la nouvelle cible. Oui, les dirigeants du football malien continuent avec leur politique de renforcement de la sélection nationale avec des binationaux. Et Mahamadou Diawara, formé au Paris Saint-Germain, le défenseur lyonnais, a fait ses premiers pas avec son club contre Lorient 3-3. C'était dimanche 8 octobre. Et d'après RMC Sport, la sélection malienne est rentrée en contact avec le joueur de 18 ans pour intégrer les Aigles. Pour le moment, il n'a pas encore donné sa réponse. Les 2 derniers quarts de finale de la Ligue africaine de football se jouent ce dimanche. Oui, les Jafis sont Tout-Puissant Mazembe de la RDC, Espérance de Tunis tout à l'heure à 14h et Edimba du Nigeria, Wydad Athletic Club du Maroc à 18h. Ce samedi, Mamelodi Sundowns a réussi à s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Atlético Luanda d'Angola au compte de la manche aller. Avec ce succès, les Sundowns se sont mis en très bonne posture pour se qualifier en demi-finale. Et je rappelle aussi que Simba de la Tanzanie et Al-Ahly d'Égypte ont fait un match nul 2 buts partout vendredi en levée des rideaux de la Ligue africaine de football de la CAF. Coupe du monde de rugby France 2023. L'Afrique du Sud a renversé l'Angleterre à 2 minutes de la fin, 16-15, et rejoint la Nouvelle-Zélande en finale. Oui, c'est une affiche de rêve pour les amoureux de la balle ovale. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande en finale du Mondial 2023 en France. L'Afrique du Sud s'est imposée de justesse 16-15 face à l'Angleterre en demi-finale. Et ces Springboks sont définitivement pleins de ressources au terme des matchs moyens pendant 70 minutes, secoués par des Anglais bien en place et appliqués. Ils ont réussi à renverser la vapeur pour s'imposer face aux 15 de la Rose, 16-15 dans la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde. C'était ce samedi 21 octobre au Stade de France. André Pollard a inscrit la pénalité décisive qui a permis aux siens de passer devant à 5 minutes du terme. Grâce à ce succès renversant, les Sud-Africains s'ouvrent les portes d'une deuxième finale de rang. Face aux All Blacks dans une semaine, samedi 28 octobre, au Stade de France, ils viseront un doublé et un 4e titre historique. Ça va être la 6e fois, dont la 2e fois en finale, que les deux sélections vont s'affronter en Coupe du Monde. Une finale inédite car l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande visent tous deux un 4e titre mondial, 95, 2007 et 2019 pour les Sud-Africains, 87, 2011 et 2015 pour les Néo-Zélandais. La première finale entre les deux pays avait été remportée 15-12 par l'Afrique du Sud à domicile en 1995 sur un drop historique.
Et encore, l'opposition entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande est aussi l'une des plus fortes de l'histoire du rugby à 15. Les deux équipes se sont affrontées à 105 reprises, toutes compétitions confondues. Les Sud-Africains ont remporté 39 victoires contre 62 pour les Néo-Zélandais et 4 matchs nuls. Ce sont les deux équipes qui ont le plus dominé le classement World Rugby et leur rivalité est toujours considérée comme l'une des plus belles oppositions de ce sport. L'Afrique du Sud est actuellement première au classement mondial. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Famoro Djorté. Focus Santé. Focus ce dimanche sur la dengue. Actuellement, quelques cas sont enregistrés à l'hôpital du Point G. Koumba Sissé est allé à la rencontre d'un infectiologue et d'un patient. Reportage. La fatigue, surtout l'épuisement total. Il y a aussi les coups de poignard au niveau du thorax. Ce sont ces signes qui ont conduit M. Diarra à se faire consulter aux différents centres de santé de Bamako. Au début, il a reçu des traitements contre le palu et l'ulcère d'estomac, mais en vain. Avec les analyses poussées, M. Diarra a été plutôt déclaré personne atteinte de la dengue. Notre malade, en tant que médecin, a voulu s'exprimer sur sa maladie. Bourama Robert Diarra, patient. Je suis là dans le cadre de la prise en charge de la dengue. Au début, il suspectait un palu. La dengue est une maladie qui se transmet principalement par la piqûre du moustique Aedes ou moustique tigre. À la date du 15 octobre 2023, 4 cas de dengue et un suspect sont enregistrés à l'hôpital du Point G. Professeur Sungaloudaou, chef de service des maladies infectieuses et tropicales. Ce sont des moustiques qui sont rayés, des taches noires, des taches blanches. Ces moustiques ont la particularité de piquer le matin et le soir. Mais dans les endroits ombragés, ceux qui ont beaucoup de jardins dans leur cours, ces moustiques ont la capacité de piquer pendant toute la journée. Quand le moustique pique quelqu'un qui a la dengue, il va prélever le virus de la dengue sur cette personne. Le virus de la dengue va rentrer en développement sur le moustique, se préparer et venir se localiser au niveau des glandes salivaires du moustique. Lorsque ce même moustique pique une personne saine, il peut transmettre le virus à cette personne. Une fois la maladie déclarée, les signes apparaissent. Dans certains cas, il peut y avoir des complications. Vous allez sentir des maux de tête, des douleurs au niveau des yeux. Vous allez sentir de la fièvre, douleur au niveau des muscles, douleur au niveau des articulations. Certains malades peuvent vomir et dans les cas les plus graves, quand les malades crachent, c'est du sang. Quand les malades pissent, c'est du sang. Quand les malades vont aux toilettes pour faire les selles, c'est du sang. Et ceci va évoluer à un état de choc et même la mort dans certains cas. Actuellement, il n'y a pas de traitement spécifique contre la dengue. Il y a ce que nous appelons les traitements symptomatiques. Il faut réhydrater les malades, il faut lutter contre la fièvre, il faut mettre du sang si les malades saignent. Avec la prise en charge assurée sur place par les spécialistes, la santé de M. Diarra s'améliore. Ça va beaucoup mieux. Depuis que j'ai reçu les premières gouttes de traitement, mon état ne fait que s'améliorer parce qu'il n'y a pas de complications. Pendant le traitement, certaines consignes doivent être respectées afin de protéger l'entourage de la personne infectée. Professeur Sungaloudaou. Il faut que les malades acceptent d'être dans un moustiquaire. Parce que pendant la phase de virémie de la maladie, qui dure environ 5 à 7 jours, les virus circulent dans le sang. Aux parents des malades, ce n'est pas une maladie contagieuse. On ne doit pas en avoir peur de ces malades. La maladie ne peut pas se transmettre par contact. Le moustique Aedes, vecteur de la dengue, une fois infecté, garde le virus jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire 1 mois selon le professeur Daou. Malheureusement, avant la fin de sa vie, le moustique Aedes transmet le même virus à sa progéniture, d'où la prolifération de cette espèce. La seule solution pour lutter contre la dengue est de se protéger contre la piqûre du moustique Aedes et garder son environnement sain. Focus Santé. Retrouvez dans quelques instants Famorou Djorté dans Retro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Vous l'aurez compris, c'est donc tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. La réalisation est assurée par Lassine Keita à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Bourama Traoré. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.